Bienvenue à tous et à toutes. Peut-être sur la présentation de nos sociétés, Anne-Carole, tu veux peut-être rentrer un peu dans le détail et sur la croissance justement de Swile? Oui, Swile, c'est une entreprise qui a été créée en 2018. On est rentré sur le marché des titres restaurants à ce moment-là. Et depuis quelques mois, on a élargi toute notre proposition de valeur à l'ensemble des bénéfices des salariés. Et on a également proposé une solution d'engagement pour les collaborateurs. Donc, aujourd'hui, on est plus de 300 collaborateurs. J'ai mis x10 en 3 ans. On a énormément grossi ces derniers temps et la taille de l'équipe marketing est aujourd'hui de 25 personnes. Vous voyez à l'écran, merci Anne-Carole, vous voyez à l'écran un petit sondage qui s'affiche. Ça va nous permettre, les résultats de ce sondage vont nous permettre d'orienter nos propos pendant les minutes à venir. Anne-Cécile, sur la croissance aussi de Care? Oui, alors Care a été fondée en 2017. Donc, c'est une solution de téléconsultation et ça a été très, très vite aussi de start-up à scale-up puisque en juin 2019, ils étaient à peine, je dis ils étaient parce que je n'y étais pas encore, ils étaient à peine une vingtaine et on est aujourd'hui 180. Voilà, donc ça a été très, très vite. Moi, je suis arrivée en mars dernier. Ce qui fait que mon retour d'expérience a ceci de particulier que c'était une prise de fonction en full remote. J'ai commencé une semaine après le début du confinement et j'ai dû constituer aussi mon équipe et la construire en full remote. Voilà. Et je continue à ne jamais avoir réussi à les mettre tous dans la même pièce une seule fois. Voilà. Mais je ne désespère pas, c'est le Ça va projet de arriver. 2021. Ça devrait arriver. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, tu as fait un retour ce matin sur un média qu'on dirige chez Intuiti qui s'appelle Decrypt. Et tu as fait un retour justement sur la constitution de ton équipe depuis mars. On va en parler là à l'oral, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on ne dira pas et que tu aurais pu dire sur l'écrit. Chez Intuiti, alors nous, on est sur un modèle différent. On n'est pas une startup. Intuiti, c'est une agence et c'est une agence qui a 15 ans. Donc, faire de la croissance en agence, c'est pas la même façon que de faire de la croissance en startup scale-up. Donc, on est beaucoup plus petit. On est 42. Par contre, on a été multiplié par 2 en termes de nombre de personnes en 3 ans. Et sur l'équipe marketing, en fonction des moments, on est 4 en temps normal, mais on est assez souple où on va avoir des personnes qui viennent nous rejoindre et je vous expliquerai ça plus tard. Sur le déroulé de la présentation, on vous a proposé 5 parties. On va voir si on arrive à faire les 5, sinon on trouvera une solution. De l'organisation, le recrutement, les coûts. Et puis on ira sur 2 dernières parties. On va tout de suite commencer par une rapide intro sur la notion de marketing, comme ça nous avait paru important à tous les trois de faire ça. Et notamment sur, je voulais qu'on réponde à cette question. Avant de se poser la question de faire de la croissance avec le marketing et la com, comment on fait, mais peut-être le pourquoi, de pourquoi on fait cette croissance. Est-ce que l'une d'entre vous, Anne-Cécile et Carole, a envie de répondre à cette question qui est est-ce que le marketing et la communication n'existent-ils pas uniquement parce que le produit n'est pas assez bon? Votre avis là-dessus? Alors, je peux commencer, si Ouais, ça vas-y. t'embête pas. Je pense que le marketing, heureusement, n'existe pas uniquement parce que le produit n'est pas bon. Le marketing, c'est un élément vraiment essentiel à la croissance. Sans marketing, en fait, quand vous avez un produit qui est excellent, avec une très forte expérience utilisateur, évidemment, la croissance organique est naturelle. Donc, généralement, vous allez adresser une cible vraiment de early adopters, donc les plus intentionnistes de la base d'achat qui vont tout de suite avoir une appétence pour aller tester le produit et donc être très en adéquation avec la marque. Mais autant, peu importe en fait la qualité de l'expérience, il y a un moment où toute cette croissance va atteindre un espèce de plafond de verre et que sans marketing, justement, vous n'allez pas pouvoir dépasser ce plafond de verre. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel, je pense, très tôt, de travailler sa marque, son marketing et sa communication pour justement réussir à créer de l'attraction
avec la marque et remettre vraiment de l'essence dans le moteur pour que petit à petit, c'est vraiment des cercles concentriques, on aille au début sur les early adopters et puis que petit à petit, on aille chercher une audience beaucoup plus large. Donc, évidemment, surtout si votre produit est excellent, ne désinvestissez pas en marketing parce que c'est ça qui fera la croissance future. Oui, totalement en ligne, évidemment, avec ce que dit Carole, on est convaincu et j'ai la même analyse. Voilà, la seule chose que je peux dire simplement peut-être ou ajouter, c'est que si on regarde même les marques les plus installées, même les plus formidables, même celles qui ont des taux de notoriété qui frôlent le 100%, elles continuent à communiquer. Nike continue à communiquer, ça fait 30 ans, plus de 30 ans. McDonald's également. Donc, il y a une raison aussi à cela. Alors, je sais que souvent, les gens vont chercher des exemples de petites marques qui se sont créées grâce à du bouche à bouche, c'est sûr. Il y aura toujours des contre-exemples. Mais ça reste des marques généralement qui sont plutôt quand même niche. Donc voilà, même si les grands leaders continuent à communiquer, à faire du marketing et de la communication, c'est bien quand même qu'il y a une raison. Alors, même si certaines personnes dans le marketing adoreraient que ça se passe par du bouche à bouche, je pense que tu voulais parler de bouche à oreille. Ça bouge, c'est formidable. C'est cadeau. On en a parlé aussi de ce fameux funnel en préparant le pourquoi du funnel, aussi de se dire le marketing, tu le citais Anne-Cécile, permet aussi de remonter dans ce funnel et pas uniquement t'intéresser à des intentionnistes, donc les gens qui sont en toute fin au moment d'acheter. Ça, pour info, c'est une slide que nous, on partage énormément à nos clients chez Intuiti, qui est la base des accompagnements. C'est très basique, hein. Mais en fait, si on part pas de cette idée d'aller rechercher des gens qui sont non réceptifs, donc des gens qui aujourd'hui ne connaissent pas ma marque, attaquer que les intentionnistes, ça risque de coûter très très cher au bout d'un moment. Exactement. Et pour ajouter juste ça, parce qu'on utilise complètement nous aussi ce type de funnel, on calque même notre modèle d'acquisition là-dessus, forcément. Et donc, les débuts des équipes d'acquisition, c'est du bas de funnel et on a un seul KPI et c'est le coût d'acquisition client. Et puis, quand on se sophistique, on est capable d'avoir une diversité de messages et de campagnes qui permet de faire une acquisition tout au long du funnel avec des campagnes de awareness en haut de funnel, des campagnes de trafic en haut de funnel et des campagnes de conversion en bas de funnel avec chacune des KPI différentes. Avant d'aller sur le sujet de l'organisation, qui est le sujet qui vous intéresse le plus? Donc, ça, on a bien fait de le placer en premier. Une dernière slide de contexte sur l'objectif de la marketing et de la communication. Je vais te redonner la parole à Anne-Cécile parce que tu avais réalisé on a fait un événement avec Intuiti qui s'appelle les Audio Days et tu avais réalisé une capsule audio pour cet événement qui a été diffusée sur la notion de brandformance, le rapport entre branding et performance. Ouais, alors bon, en même temps, je ne suis pas fan des mots comme ça parce que ça a l'air d'être toujours un peu du bullshit, disons-le. Voilà. En vérité, ça l'est pas. C'est simplement peut-être un mot valise et qui dit une chose assez simple. La brandformance, c'est quoi? C'est être à la fois capable de faire de la brand et de la performance parce qu'en vérité, l'un nourrit l'autre et ça rejoint ce qu'on se disait sur le tunnel. Voilà. Donc, la brandformance, c'est quoi? C'est comment je fais de la brand, c'est-à-dire je crée une marque forte. Une marque forte, c'est quoi? C'est un repère dans la tête des gens, c'est des valeurs, c'est de l'émotion. C'est une entité qui capture des valeurs et des codes. Et comment en même temps, je fais venir les gens online ou en magasin quand on est en retail de la façon la plus performante possible. Donc voilà, comment aussi à l'intérieur de l'équipe, je fais dialoguer ces équipes brand et ces équipes performance. Voilà. Donc c'est pas un mot technique. En vérité, ça n'est jamais qu'un mot valise. Et là, le petit schéma que vous voyez, c'est une étude qui avait été faite qui disait que les marques ont tout intérêt à faire 60% de brand, donc de la notoriété, et 40% de performance, plutôt sur l'activation. Vous avez des articles d'ailleurs sur le côté qui vous sont recommandés si ce sujet vous intéresse, notamment un article du directeur de médias d'Adidas qui disait que toutes les marques ont tendance à faire de la performance pour aller sur le très court terme. Or, aujourd'hui, on va parler de court terme. Et on va aussi parler de long terme. N'hésitez pas, effectivement, si vous avez des questions, à les poser dans les Q&R. Je relais le message de Lise. Et merci pour les réponses au sondage. Donc, les réponses du sondage vont nous permettre de savoir que, en général, vous êtes plutôt sur des entreprises En fait, il y a toute taille. Vous êtes sur toute taille d'entreprise, donc on va devoir s'adapter. Le sujet organisation vous intéresse. Je ne sais pas si j'ai les réponses aux autres. Je n'ai pas encore les réponses. Donc, Lise, si tu peux me donner les réponses aux autres, ça m'intéresse. On commence sur l'organisation ?
peut-être déjà sur structurer l'équipe. Comment est-ce que vous avez structuré vos équipes? Et allez, Anne-Cécile, comment est-ce que tu as structuré ton équipe chez Care? D'abord à chaque fois, hein, mais bon, ok, allez. Parce que tu donnes Euh, donc quitter à 13h, donc je te donne la parole à chaque fois en premier. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je voudrais qu'Anne-Carole le raconte aussi parce que je trouve que on a deux expériences complètement différentes et je suis assez. Bah, je peux commencer hein, si tu veux. Ouais, vas-y, vas-y, Allez, vas-y. ok. Ok. Alors, comment j'ai structuré l'équipe? Ça s'est fait en plusieurs étapes. La première chose qui a été importante, c'était de structurer de manière bicéphale avec justement d'un côté le branding et le content et de l'autre l'acquisition, le growth et tout ce qui a à faire à la croissance. Donc, c'était évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est deux sujets extrêmement complémentaires. Comme je vous l'ai expliqué, chez Swile, on a justement conscience de l'importance de la marque. Donc, l'acquisition à tout prix, oui, mais toujours avec le point de vue marque et construction de la plateforme. Donc, du coup, j'ai créé des équipes bicéphales. La particularité de Swile, c'est qu'on a des cibles marketing extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'on s'adresse à la fois aux décideurs en entreprise, donc des cibles B2B, mais on s'adresse également aux porteurs de nos cartes, donc ce qu'on appelle les end users, les collaborateurs en entreprise qui ont encore des préoccupations différentes. On s'adresse également à tous nos affiliés restaurateurs, donc c'est toute la partie demande, donc c'est encore une cible particulière. Ce qui fait que les équipes qui travaillaient sur des sujets de brand et d'acquisition devenaient un peu schizophrènes avec l'ensemble des problématiques qu'on devait adresser, parce qu'elles avaient des connaissances intéressantes sur les différents personas, mais en même temps des personas tellement différents que les opérations se court-circuitaient. Donc je me suis aperçue que ça fonctionnait pas très bien et c'est pour ça qu'on a décidé de s'inspirer de ce qui se faisait plutôt dans des équipes techniques, à savoir organiser l'équipe marketing en tribe. Le système de la tribe, c'est d'avoir des gens généralistes, donc tous les métiers du marketing représentés, plutôt sur des petites structures. Donc, idéalement, c'est plutôt des structures entre 5 et 7 personnes. Nous, là, on a des tribes qui prennent jusqu'à une dizaine de personnes et qui sont des gens qui sont spécialisés sur un sujet. Donc, en l'occurrence, nous, on a organisé en cible marketing. Donc, on a une tribe qu'on appelle la tribe corporate, dont l'objectif est de s'occuper de ces décideurs en entreprise. Donc, on a à la fois des gens qui travaillent sur la brand et le content, à la fois des gens qui travaillent sur l'acquisition, mais qui connaissent excessivement bien le persona en entreprise B2B. Et on duplique ça avec la tribe qui s'occupe en particulier de nos affiliés restaurateurs et de nos partenaires, des employés end-users, et on a également une structure sur la partie internationale. Et donc, ça permet d'avoir à chaque fois une agilité au sein de chaque tribe, sachant que chaque tribe a elle-même une petite équipe de développeurs qui leur permet d'être totalement agiles et autonomes sur leur roadmap. Ce qui permet justement de ne pas être dépendant des objectifs business de l'entreprise, mais de vraiment garder beaucoup d'agilité, d'autonomie, de responsabilisation et surtout d'engagement des équipes, parce qu'aucun sujet n'est dépriorisé à l'échelle globale de l'entreprise. Donc, chacun est responsable de faire évoluer sa roadmap et d'atteindre ses objectifs. Anne-Cécile, c'est une organisation que tu partages ou pas? Alors oui, et moi je pense que j'en suis peut-être au stade d'avant. C'est-à-dire peut-être que Anne-Carole, elle a encore un peu plus d'avance. Je m'explique, moi quand je suis arrivée, l'équipe était encore réduite, encore jeune. C'était le premier step de la startup avec pas mal de couteaux suisses. Donc moi j'ai eu besoin de vraiment structurer, organiser le pilotage et apporter beaucoup d'expertise. Donc, on avait besoin déjà de monter le niveau. Et donc, moi, j'en suis à effectivement encore branding and content et grosse de l'autre côté. Et on essaye déjà de tous travailler ensemble, sachant que essentiellement sur des sujets B2C. Mais se repose la question des audiences, se repose la question des personas. Voilà. Et se repose aussi la question de comment j'intègre maintenant un travail aussi de marketing sur la cible. Nous, on a une deuxième cible qui sont les professionnels de santé. Donc, on appelle ça B2PS. Et on a une cible aussi B2B.
Voilà. Donc, je suis en plein dans quelle est la suite. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant ce système de tribe, qui est peut-être une voie que je suivrai aussi. Je ne sais pas. En même temps, ça demande effectivement une équipe plus importante et peut-être que je n'ai pas encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne peux pas encore dédupliquer le sujet. Et ça demande aussi d'avoir quand même des généralistes relativement experts sur chacun des sujets pour qu'ils soient capables d'être autonomes. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant et à l'occasion, on en reparlera, Anne-Carole, parce que ça m'intéresse de savoir comment tu es arrivée jusque-là. Voilà. Mais déjà, c'est formidable. C'est-à-dire que ça fonctionne déjà bien aujourd'hui et arriver à faire travailler ensemble la brand et le gros en agilité, c'est top. Et on teste aussi, donc pour aller dans ton sens aussi, on teste des équipes aussi tripartites entre marketing, produit et tech. Moi, je crois énormément à ça parce qu'effectivement, ça crée de l'autonomie, ça crée de l'engagement. Donc, on le teste sur des sujets particuliers, notamment en SEO, où on est super fort. On a une équipe comme ça assez géniale que j'appelle mon équipe pilote, avec un tech dédié, quelqu'un au marketing et quelqu'un au produit. Voilà, je réfléchis aussi beaucoup à ces sujets-là pour continuer à faire bouger l'organisation. Voilà, ce qui est important, je pense, c'est que l'organisation, elle bouge. Moi, j'arrête pas de leur dire, hein, elle bouge avec le scale en fait de l'entreprise. Donc c'est ça aujourd'hui, et demain, ça sera plus la bonne organisation et je rechangerai. Voilà, et c'est pas grave. Carole, pour répondre à ce que dit Anne-Cécile, est-ce que tu as l'impression que du coup c'est le step d'après ou pas? Ouais, je rejoins surtout le constat de la croissance qui nous impose de nous poser toujours de nouvelles questions sur l'organisation. Donc, je ne sais pas si ce qu'on a mis en place, c'est la bonne réponse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je passe 20% de mon temps à rechallenger en permanence justement l'organisation. Nous, le step d'après, c'est justement, on va aller adresser l'international. Donc, comment on s'organise en global et en central avec ces systèmes de tribe. Donc, du coup, en permanence, avec l'évolution des équipes, des enjeux, doit se reposer la question de l'organisation. On doit tester beaucoup de choses. Je pense qu'il n'y a pas de modèle miracle, mais c'est vraiment le fait de co-construire ça. On essaye de donner le maximum la parole aux gens dans l'équipe. Je pense que l'organisation ne doit pas être top-down. On a trop souvent eu l'habitude d'accepter des organisations qui nous descendaient, de subir un peu ces organisations. Combien de fois on entend des gens dire « je suis encore dans une énième réorganisation ». Je pense que la clé de tout ça, c'est de justement réussir à impliquer les équipes pour qu'on puisse trouver ensemble la meilleure organisation. Donc, on essaye cette solution, on l'a trouvée justement en discutant beaucoup avec les équipes techniques qui avaient de bons retours d'expérience là-dessus. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est surtout ne décidez pas dans votre petite tour d'argent parce que c'est important d'avoir cette adhésion des équipes pour une bonne organisation. Super, merci. Nous, chez Intuiti, je vais faire beaucoup plus court parce que c'est très différent. Étant une agence, nous, on a toutes les ressources marketing digital en interne. On a une particularité, c'est déjà qu'il y a une direction marketing et digital dans une agence, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. En plus, on l'a créé il y a 3 ans, enfin, on l'a reprise il y a 3 ans. Maintenant, on est 3 personnes en CDI, ce qui n'est pas non plus toujours le cas sur une agence de cette taille-là. Des agences similaires, si vous voulez, en termes d'organisation, par exemple, il y a Faber Novel. On est organisé à peu près de la même façon et on travaille beaucoup ensemble, on échange beaucoup ensemble. Et du coup, l'enjeu chez nous, c'est d'aller disposer de ressources SEO, t'en parlais Anne-Cécile, UX, UI, Créa, etc., qu'on a en interne, sur les moments où les clients ne sont pas priorisés. Donc, si un jour certaines personnes souhaitent en discuter, je serais heureux d'en discuter, c'est toujours un bel enjeu. Et ça fait le lien avec une autre partie de l'organisation qui est le départ, en fait. C'est l'objectif, comment tu donnes tes objectifs et quel objectif tu te définis. Qui veut prendre la parole sur ce sujet-là? Je peux. Alors, ouais, c'est pareil, les objectifs, c'est un truc sur lequel je me pose des questions hyper régulièrement. Ce qui
marche le mieux, je pense, c'est la théorie des petits pas, c'est-à-dire arriver à, comme tout change tout le temps, c'est arriver à avoir des succès ou pas, comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas, hyper régulièrement. Voilà. Faire des checks sur j'y arrive ou j'y arrive pas très régulièrement. Donc, c'est important à la fois de partager, enfin, c'est ce que je pratique en tout cas. Je pense que c'est important de partager les grands objectifs de l'entreprise parce que c'est ce qui donne le sens, c'est ce qui donne l'inspiration, c'est le projet qui est plus grand que nous. Voilà, ça c'est super. Et ça permet de comprendre aussi quelle est la pierre que moi j'apporte à l'édifice et comment ça s'insère. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et ensuite, ce que j'essaye de faire, et c'est encore en cours et j'aimerais encore continuer à affiner les choses, c'est découper en des parts de plus en plus petites. Voilà, donc nous on est bien arrivé sur le trimestre et on est en phase de continuer à découper les cheveux sur des sprints beaucoup plus petits, inspirés des techniques de OKR et des techniques de travail des équipes produits. Voilà, donc ce qui est important, moi je pense, c'est et c'est le rôle du manager aussi, donner ce rythme hyper rapide de tous les 15 jours ou tous les mois, être capable de dire je continue, c'est un peu quitte ou double. Voilà, je continue, je mets la gomme ou j'arrête et je choisis une direction. Et ça, il faut être capable d'être agile là-dessus. Voilà. Alors souvent, l'agilité, ce n'est pas toujours très concret. Ça n'est un exemple assez concret. Oui, moi je partage complètement ce que tu dis, Anne-Cécile. Je crois que les objectifs annuels, c'est un peu caduc maintenant, voire même semestriels. Donc, en effet, les plus petites structures un peu plus agiles sont plutôt au trimestre. Nous, on est aussi au trimestre. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment, c'est un exercice qui paraît assez évident, mais qui nécessite en fait qu'on passe vraiment beaucoup de temps. Parce que généralement, en fait, chaque équipe fait un peu ses objectifs propres, mais en fait ne prend pas en compte les indépendances de toutes les autres équipes. Donc en fait, souvent, tu fais tes roadmaps du trimestre et après, tu te rends compte que en fait, le marketing qui est quand même au service de l'ensemble de l'entreprise va faire sa propre roadmap, mais n'a pas forcément anticipé les besoins de la direction commerciale, de la direction des opérations, de la direction juridique, de la direction. Et donc, du coup, il y a un besoin de préparer très en amont les objectifs et les besoins de chacun pour avoir une bonne priorisation. Je pense que la priorisation, c'est essentiel. Et en effet, une fois qu'on a défini ces objectifs sur le trimestre, on se rend compte que généralement, il y a eu un gros travail en amont. Ensuite, chacun part un peu billet en tête et puis on pilote vraiment à la petite semaine, mais sans se rappeler des objectifs du trimestre. Et en fait, on revient 3 mois après en se disant, bah là, on en est où de la roadmap? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc, je pense que l'important, c'est aussi réussir, comme tu le disais, Anne-Cécile, c'est le rôle du manager de réussir à piloter ses objectifs. En fait, définir les objectifs, c'est bien, mais il faut surtout les piloter. Et donc, les piloter, c'est justement faire, par exemple, un point à mi-trimestre et idéalement, comme tu l'as dit, Anne-Cécile, redécouper les objectifs en plus petits objectifs pour que toutes les 2 ou 3 semaines, on puisse se fixer des objectifs très factuels et qu'on ait vraiment, comme des sprints côté tech, la validation de tout ce qu'on a fait toutes les 2 ou 3 semaines. Et ça, c'est un gros enjeu. Ça paraît très simple, mais le pilotage des objectifs, c'est quelque chose que peu de boîtes arrivent à bien faire. Ouais. Le pilotage, moi je suis 100% d'accord avec ce que vous dites et je le vis aussi. Il y a un autre truc c'est que l'appétit vient toujours en mangeant. Et surtout, j'ai l'impression, forcément avec les équipes sales et marketing, où ça nous arrive chez Intuiti, si on dépasse les objectifs, ce qui est le cas en ce moment, on revoit très très vite les objectifs aussi. Donc je pense qu'il y a une notion avant de définir ces objectifs, aussi pour les managers, de faire attention à ne pas fatiguer leurs équipes, à revoir les objectifs à tout moment. Voilà, petit message. Faites attention à ça. Moi, ça a pu m'arriver de revoir des objectifs, de remettre des objectifs en disant, en fait, les 25 leads, là, on les a fait. Donc, allez, on repart sur une site 15 leads. Et c'est vrai qu'il faut peut-être anticiper ce schéma-là.
Oui, et surtout, il faut aussi inscrire les objectifs du département dans les objectifs globaux de la boîte. C'est vraiment Bien le sûr, bien principe sûr. de l'OKR. Mais souvent, en fait, on entend les équipes qui disent, voilà, on manque de vision, on manque de savoir comment on a de l'impact au global de l'entreprise. Et donc, souvent, quand on découpe beaucoup les objectifs, bah, on est sur des objectifs, comme tu viens de dire, très opérationnels sur la génération de leads. Et donc, du coup, à un moment, les gens peuvent lever leur tête en disant, OK, j'ai généré 15 leads, mais quel est l'impact que j'ai eu sur la stratégie L'organisation. globale de l'entreprise? Ouais, ça, c'était global, ouais, exactement. Et j'en profite pour dire bonjour à Rebecca qui nous souhaite bonjour dans la conversation. Un autre point sur lequel on voulait absolument venir sur cette première partie, c'est l'organisation au jour le jour, parce que c'est très bien d'avoir des, des beaux discours sur les objectifs globaux, etc. Au jour le jour, est-ce que vous avez des tips à partager sur l'organisation de vos équipes? Alors là, tout le monde revoit ses notes. Mince, qu'est-ce qu'on s'était dit Ouais, hier quand on a préparé? exactement. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas pareil, de solution miracle. Je pense que le rôle du manager, c'est d'être un bon chef d'orchestre, donc de réussir à trouver les clés pour réussir justement à suivre au jour le jour ou pas d'ailleurs, mais en tout cas à suivre bien l'atteinte de ses objectifs. Donc, je pense qu'on a tous des réunions hebdomadaires avec nos équipes. La question, c'est plus intéressante, à mon avis, c'est comment avoir une bonne efficacité de ces réunions. Parce que je pense que tout le monde pourra dire qu'il y a des réunions, ça c'est assez ancré en fait dans l'usage, mais nous on se pose beaucoup de questions sur justement optimiser ces réunions pour faire en sorte qu'il y ait vraiment du dynamisme. Donc on a défini notamment des rôles, chacun a des rôles dans la réunion pour que ça soit des réunions qui soient constructives, des réunions qui soient dynamiques, des réunions avec des suivis. Donc je crois qu'il y a surtout un enjeu de bien travailler ces réunions parce que c'est pas toujours évident de réussir à trouver d'être efficace en fait dans l'heure où on est tous ensemble. La particularité du marketing étant que les gens ont des métiers qui sont vraiment extrêmement différents. Donc, en fait, quand il y a quelqu'un de la brand qui parle à quelqu'un qui fait de l'acquisition, qui parle à quelqu'un qui fait du SEO et qui parle à quelqu'un qui fait du motion design, en fait, ils ne se comprennent pas, ils ne savent pas qui fait quoi. Et donc, du coup, il y a vraiment un enjeu de réussir à aligner justement les objectifs de chacun. Oui, complètement d'accord. Effectivement, le weekly est bien ancré dans les usages, mais le weekly réussi, c'est une réinvention permanente. Et moi, j'ai éprouvé différents formats, différentes formules. Je mets à contribution mon équipe aussi régulièrement parce que comment faire de cette réunion où on peut être assez nombreux finalement, un truc efficace dans lequel on apprend des choses, dans lequel il y a du partage de connaissances véritable, c'est pas super évident. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les formats se fatiguaient. C'est-à-dire, voilà, souvent, il y a un format qui est super. Donc, il y a une montée en puissance du format. Bam, on le tient, le truc, on a des super réunions pendant 3 à 4 mois. Et au bout du 5e mois, le truc se fatigue. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'équipe est passée à un autre stade de maturité et qu'il faut réinventer le format de cette réunion. Voilà. Moi, ce que je pratique, c'est que je les responsabilise pas mal sur le sujet. C'est-à-dire que je trouve, à la fois, c'est un endroit où je vais donner les grands résultats quand même, parce que je pense que c'est important de dire, ben, voilà où on en est cette semaine sur les principaux KPI. C'est vraiment la vision générale. Et moi, je les responsabilise. C'est-à-dire, je pense que cette réunion, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est elle a la valeur que vous lui donnez, en fait. C'est-à-dire, c'est pas moi qui suis là pour simplement non-stop nourrir tout le monde. Voilà, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que dans l'équipe, chacun doit aider les autres à grandir et chacun doit transmettre ce qu'il sait, ce qu'il a appris. Donc, je demande à chacun d'apporter ce qu'il pense qui, dans la semaine, est important de partager et de communiquer aux autres. C'est soit un chiffre, un résultat, un truc qu'il a vu du marché. En général, c'est sur son périmètre, hein, bien évidemment. Et donc, à la fois, ça fait un transfert de compétences et à la fois, ça fait un vrai transfert des sujets importants quand même de la semaine. Parce que s'il y a une initiative qui a été lancée, ben, boum, ça va arriver là. Voilà. Et ensuite, c'est comment on fait rentrer tout ça dans 1 heure, sachant qu'on est assez nombreux. Voilà. Je donne des petites règles aussi pour que ce soit un peu sympa. Il y a des cloches qui sonnent quand on dépasse le temps, tout ça. Voilà. C'est comment on le garde quand même un peu ludique, dynamique et en même temps plein de valeurs. Voilà.
Mais c'est vrai que moi, je pense que si on recrute des gens, c'est parce qu'ils sont bons, c'est parce on les trouve formidables. Et donc, normalement, ils sont capables d'apporter de leur propre chef aussi un certain nombre de choses. Voilà, nous, on est là. Je reprends les mots d'Anne-Carole que je partage en tant que chef d'orchestre. Mais en vérité, c'est eux qui apportent aussi la valeur, beaucoup. Ce qui est marrant sur ce que tu dis, sur ces réunions qui se fatiguent, notamment Anne-Cécile, c'est que moi, j'ai fait passer les tests MBTI à mon équipe et on se rend compte qu'on est quasiment tous du même profil. C'était plutôt le profil inspirateur. On a envie de faire plein de trucs, de lancer, etc. Normal. Moi, je recrute des gens je pense qu'on est tous comme ça. On a tendance à recruter des gens qui nous ressemblent. Et justement, ces profils-là sont aussi des profils qui ont du mal à tenir des sujets sur le très très long terme. Donc peut-être que nous aussi au marketing, on doit se remettre en question. C'est pas forcément les réunions qui sont mauvaises, etc. C'est aussi à nous de savoir tenir sur le long terme des éléments, peut-être davantage. Et deuxième point là-dessus, sur le suivi au jour le jour, nous, on a vu une énorme amélioration chez Intuiti. C'est un petit tips assez pratique, mais je pense que beaucoup le font, mais on ne l'avait pas fait avant et de le faire, ça nous a aidé. C'est de créer des tutoriels pour tout, absolument tout, tout, tout. Et donc, on a, je sais pas, aujourd'hui, on a 35-40 tutoriels différents sur nos actions chez Intuiti et c'est extrêmement pratique parce qu'une personne qui arrive en stage ou en début de poste, elle n'est pas perdue. Elle sait déjà, en tout cas, elle n'est pas perdue sur ces sujets-là. Elle peut être perdue sur d'autres sujets, mais elle a déjà 35-40 sujets. Et donc, on voit en fait des personnes, moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est des personnes qui ont pris confiance très vite parce qu'elles étaient capables de faire plein de trucs déjà dans l'organisation. Et les gens venaient là lui dire, mais c'est fou, tu es là depuis une semaine et tu es déjà capable de publier des articles et de les mettre en ligne, etc. etc. Et ouais, mais c'est juste simplement parce qu'il y a ces tutoriels. Et du coup, les gens sont aussi obligés, on est assez dur là-dessus, mais si tu as accès à un tutoriel, tu deviens responsable de ce tutoriel. Et c'est à toi de l'optimiser. Donc ça, c'est un petit tip. Et l'autre petit tip, peut-être qui a changé aussi des choses chez nous, c'est forcément de faire les personas, mais aussi les parcours de ces personas. Vraiment de les designer avec des UX. Et ça aide aussi pas mal. Je propose qu'on passe à la deuxième partie, sauf si vous avez envie de réagir là-dessus. Mais le recrutement, c'était aussi une partie qui était très demandée. Ah, je vois une question-réponse, mais alors, je n'y arrive toujours pas à y accéder. C'est pas grave. Si jamais Anne-Cécile, Anne-Carole, vous arrivez à... Quels sont les Quels sont outils les SaaS? outils SaaS ou non que vous utilisez? Ouais. Qui veut là lancer C'est ça? large comme question. Ouais. Les outils marketing, quels sont les outils marketing que tu utilises de base? Alors, côté CRM, donc côté B2B, nous, on utilise Salesforce. Côté B2B, on est en train d'implémenter un outil qui s'appelle Braze pour faire du marketing automation. On utilise également Pardot côté B2B pour l'automation. On utilise pour tout ce qui est communication Slack. Tu parlais des tutoriels, on utilise Notion pour justement faire toute cette base de connaissances avec toutes les équipes. Donc ça, c'est un outil qui nous sert bien au quotidien. On utilise beaucoup d'outils design aussi, Figma notamment, qui est un peu un sketch-like qui permet, c'est un outil collaboratif de design, donc ça c'est très important pour que tout le monde puisse commenter sur les maquettes des designers. On utilise plein d'outils. Alors, quel outil pour construire vos plans marketing? Bonne question. Je ne sais pas si tu en as, Anne-Cécile. Nous, on n'a pas d'outils particuliers pour les plans marketing. Généralement, on utilise des outils de brainstorming. Il y a un outil qui s'appelle Miro. Je ne sais pas si vous connaissez, avec des petits post-it. Et donc, c'est un outil qu'on utilise souvent justement en amont des réflexions des plans marketing ou quand on fait des rétrospectives sur certaines choses. Mais ensuite, le plan marketing, c'est un papier et un stylo pour écrire ce qu'on planifie de faire. Et ensuite, tout est dans Notion, en fait. Donc, tout est documenté. Les roadmaps, les plans marketing, tout est documenté dans Notion. Oui, et on a à peu près le même, voilà, Marketing Cloud. Nous, c'est HubSpot sur le B2B, mais c'est à peu près la même chose. Slack, tout ça. Rien de bien nouveau. Qu'est-ce que je pourrais apporter? Non, mais oui, en fait, à la fin, le plan marketing et les roadmaps, à la fin, il faut se mettre sur Excel, en fait, sur Google Sheet ou whatever, mais c'est la mauvaise nouvelle. Voilà, c'est qu'on continue à se faire le truc à la main, mais ça ne fait rien parce que finalement,
Alors après, on peut utiliser des calendriers sophistiqués, mais finalement, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et moi, je suis très Google Sheet, hein. Toujours. Voilà. Ça continue de marcher. Voire même les notes Word d'une page. Donc, en fait, tout devient tellement compliqué que je pense qu'aussi notre rôle, c'est de simplifier aussi à un moment les choses. Si on veut que les gens comprennent, si on veut que les gens communiquent, en fait, le keep it simple, mais c'est tous les jours que je me le dis en lisant. Et quelque part, notre valeur ajoutée en tant que manager, c'est d'arriver à simplifier les choses. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, back to Word et Excel dans ce monde pourtant ultra sophistiqué. Ouais, c'est d'accord. Surtout sur Figma, que tu disais. Pour le coup, tous les autres outils, j'utilise exactement, enfin, on utilise exactement les mêmes, donc rien à dire. Et Figma, vraiment, si vous ne l'utilisez pas encore, vous êtes Ouais, en non, retard, quoi. ouais. C'est génial. Sur les recrutements, aujourd'hui, quelles fonctions est-ce que vous avez recrutées en priorité, peut-être, quand vous étiez 2, 3? Quelles sont les fonctions que vous avez recrutées en priorité? Et après, quelles sont les fonctions qui sont arrivées après? Alors moi, je peux, pareil, en fait, c'est vraiment le miroir de l'organisation. C'est-à-dire que la première fonction à recruter, c'est quelqu'un sur la partie growth et acquisition, donc quelqu'un de généraliste qui est capable de comprendre les leviers de performance marketing dans son ensemble et qui va avoir la capacité de toucher à la fois du CRM, de l'inbound marketing, du paid, faire un peu de content et qui travaille justement avec quelqu'un, la brand, capable de définir des messages marketing, de définir un tone of voice, de structurer la marque et de commencer à construire justement cette notoriété si importante au développement de la croissance. Et donc, en fait, au début, vous avez des profils très généralistes et puis petit à petit, que la boîte grossit, ben, on peut se permettre d'avoir des gens un peu plus spécialisés sur leur sujet pour avoir justement l'ensemble de la représentation des métiers marketing. Oui, je suis assez en ligne. Et puis, je suis assez en ligne. Ça reflète effectivement le niveau de développement en fait de la startup. Et puis après, c'est le reflet en général aussi d'une stratégie, c'est-à-dire si et assez souvent, on commence effectivement par la grosse et par l'acquisition, et puis ensuite, on rajoute sur la marque, et puis après, on va sophistiquer, découper les postes, recruter des experts, mais c'est un peu le sens de l'histoire, oui. Je mettrais un bémol sur attention à pas trop recruter. J'avais eu une discussion avec la directrice de l'innovation chez Ubisoft, où elle me disait l'équipe innovation d'Ubisoft, ils sont 6 en fait. Alors que bon, ils ont des budgets énormes. Et en fait, en restant assez petit, on reste assez agile. Et le jour où il y a un problème dans l'organisation, c'est plus simple de couper une agence, intuitive, si besoin, que de supprimer des postes en interne, moralement, mentalement, humainement. Et moi, j'adore recruter, j'adore avoir des collègues. Mais en soi, j'essaie de garder l'équipe assez petite et si besoin, de travailler avec d'autres agences, travailler avec des partenaires, des freelances au besoin. Les qualités que vous allez rechercher dans les gens que vous recrutez, précisément, est-ce qu'il y a un truc, parce qu'il y a des trucs, des choses banales, des gens sympas, motivés, forcément. Moi, je pense que ce qui est de plus en plus important, c'est les soft skills. C'est-à-dire que on a tendance, enfin, en tout cas, moi, j'avais tendance à m'accrocher aux hard skills, donc à savoir les compétences techniques du poste en question, de chercher des gens qui avaient une expérience passée, qui validaient justement l'expertise que je cherchais, qui étaient passés par une formation qui les avait bien formatés dans ce domaine d'expertise-là. Je pense qu'on est en train de sortir vraiment de ça et qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est très important, c'est de réussir à avoir une culture d'entreprise forte, bienveillante et que la base de ça, c'est les soft skills des gens. Donc, avant de recruter des gens sur leur expertise, je pense qu'il faut recruter des gens sur leur capacité à adhérer aux valeurs de l'entreprise. Donc, ne pas recruter uniquement sur un CV, mais recruter vraiment sur une personnalité. Et de plus en plus, je pense que c'est ça qui va faire la différence et ne pas recruter des clones. Je pense que souvent, en fait, il y a un moment, il y a quelques années,
tous les gens des boîtes un peu à succès étaient tous sortis d'école de commerce, avaient tous commencé par faire du conseil, ensuite étaient tous allés dans une grande boîte de marketing. Et donc, en fait, finalement, formater une entreprise avec exactement les mêmes cerveaux, c'est comme si, imaginons, il n'y a que des hommes au bord d'une entreprise. Voilà, c'est exactement la même, et pas de femmes pour contrebalancer, par exemple. Tout ça, c'est important d'avoir des cerveaux différents, des personnalités différentes qui vont permettre justement de challenger le cap pris par l'équipe et l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est la première chose à faire. Et juste, ce que je vais faire assez court, sur les défauts à éviter, je pense notamment en start-up, c'est vraiment essayer de recruter des seniors dès le début. Souvent, par manque de budget, on recrute beaucoup de juniors. On a peur que les seniors soient déjà formatés, qu'ils soient trop chers, mais c'est très important d'avoir des seniors justement pour gagner en efficacité et que ces seniors puissent faire grandir les équipes par la suite. Super. Je vais devoir vous quitter dans 2 minutes, mais je suis complètement d'accord avec Anne-Carole sur les soft skills. J'ai envie peut-être d'ajouter une autre chose qui est moi dans ce qu'on appelle l'agilité, qui un peu veut rien dire comme ça, en fait, quand on découpe, on se dit, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient très importantes et que je valorisais. Voilà, donc après, on appelle ça des valeurs, mais les valeurs, ça n'est jamais finalement que les comportements qu'on valorise. La curiosité, je pense, est hyper importante parce qu'on est sur des métiers qui évoluent tout le temps et qu'on est sans arrêt obligé d'avoir les yeux ouverts sur le monde, sur l'époque. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et l'autre chose, c'est la capacité des gens à apprendre par eux-mêmes. Toujours pour la même raison, qui est que dans le métier du marketing, moi, je ne fais même plus le même métier qu'il y a 3 ans. Voilà. Et donc, il faut absolument… Et moi, je vais pas… En fait, je recrute des gens qui sont plus experts que moi sur tout, quasiment. Voilà. Donc, ils sont plus forts que moi, entre guillemets. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ils sont plus spécialistes du sujet que moi. Donc, je ne vais pas pouvoir les aider sur tout. Je vais pouvoir les aider sur plein de choses. Pouvoir les aider à grandir en maturité, à comment manager l'équipe, le pilotage, l'organisation, plein de choses qui me passionnent. Mais sur leur sujet en particulier, sur leur expertise, il va aussi falloir qu'ils apprennent à apprendre tout seuls. Donc, voilà. Moi, je cherche des gens aussi qui seront assez ouverts et curieux pour aller rencontrer des pairs, pour aller assister à des conférences, pour aller, voilà. Et je les engage, moi, mon job, c'est de continuer aussi à les engager à faire ça et à vérifier qu'ils le font bien. Parce que si eux, ils restent au même état, dans le même état d'expertise pendant 3 ans, eh bien, en fait, on va régresser. Voilà. Donc, il y a un psychologue suisse qui s'appelle Jean Piaget, que j'aime beaucoup, et qui dit « L'intelligence, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. » Et donc, moi, c'est une de mes questions favorites en entretien, c'est « What do you do when you don't know ?» Voilà, pardon, je suis sans accent. Mais c'est vraiment ça. Comment est-ce que les gens se débrouillent quand ils sont face au mur et que les gens, ils ne savent plus quoi faire. Et en fait, c'est très révélateur des comportements. Donc, voilà, un de mes trucs. Maintenant, je suis absolument désolée. Merci pour tout. À bientôt. Bonne continuation. Je dois absolument y aller. Merci Anne-Cécile. Ciao. Salut. Merci Anne-Cécile. Il y a quelques questions, je crois. Oui, il y a Quentin. quelques questions. Je vais juste reprendre un truc sur la qualité. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'on a eu tendance à recruter Enfin, moi, j'ai eu tendance à recruter des personnes qui avaient une base qui était la même que moi et au moins 1 ou 2 trucs en plus. Et je prends un exemple, Chris, qui est dans mon équipe. Chris, il est à la base, il est ingénieur du son et on l'a recruté pour faire du content marketing et de l'acquisition. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de 3 ans, sa compétence ingénieur du son, elle nous a énormément servi. On avait développé plein de podcasts, etc., mais ce n'était pas prévu au départ. Donc, si vous avez le choix entre 2 profils, s'il y en a un qui a un truc totalement différent, pourquoi pas, ça pourra toujours servir un jour. Il y a plein de questions. Anne-Carole, peux-tu nous donner la liste des postes dans une de tes tribes? Alors, je peux prendre la tribe corporate, par exemple. Donc, encore une fois, bicéphale, donc d'un côté brand. Donc, côté brand, il y a un brand manager, une personne qui s'occupe de la partie trade marketing, donc notamment tous les supports d'aide à la vente, les salons B2B, etc.
et des gens qui travaillent sur le content marketing. Et dans cette organisation de content, il y a des gens qui travaillent sur des content top of the funnel, donc plutôt notoriété de marque, middle of the funnel, une fois que la personne commence à être intéressée par le produit, et bottom of the funnel, des trucs vraiment là pour pousser notre produit. Donc, c'est des contenus qui sont très différents que l'équipe travaille au quotidien. À côté de ça, il y a l'équipe acquisition. Et donc, ce sont deux équipes qui travaillent main dans la main, puisque le contenu travaille pour l'équipe inbound marketing et lead gen, qui sont donc les gens qui vont justement aller chercher tous nos leads marketing. Donc, il y a des inbound managers, il y a des lead gen managers, pardon. Il y a des personnes sur le paid marketing et on a récemment ouvert un poste d'ABM, donc plutôt account-based management, pour travailler sur les plus gros comptes, les grands comptes. Voilà pour la réponse à cette question. Et du coup, est-ce que dans de plus grandes entreprises, il peut être intéressant d'organiser l'équipe par expertise produit-service? Je pense que oui. Si tu l'as fait, t'en es convaincu? Tout à fait, Ouais. oui. Et je pense que justement, ça permet vraiment de garder cette agilité. En fait, il y a vraiment un enjeu quand la boîte grossit, c'est de perdre justement cette vélocité. Et donc, moi, je me challenge tous les jours pour me dire, voilà, est-ce que on garde la bonne vélocité? Si oui, tant mieux. Sinon, pourquoi? Et les grosses structures sont forcément ont plus de complexité décisionnelle. Et donc, si on arrive justement à fonctionner en petites équipes, ça permet de redonner beaucoup d'agilité. Juste avant de Pas de reprendre CRM manager, si, bien sûr, CRM manager. Alors, elle est l'équipe core, mais il y a du CRM, bien sûr, j'ai oublié de citer. Et avant de reprendre la question de Lauriane, juste j'ai une question sur, c'est des postes parfois très, très spécifiques. Est-ce que du coup, tu as pas des profils qui, se sentent enfermés dans certains postes sur ce type d'organisation? Alors, il y a généralement, en fait, dans l'expertise dépend de l'enjeu business de la tribe. C'est-à-dire que il y a certaines tribes qui sont plus petites et qui ont des profils vraiment généralistes. Donc, si on va chercher des experts, c'est que le potentiel business est très gros. Et donc, Mmh. du coup, même s'ils sont sûrs, on va prendre le CRM, tu t'occupes du CRM, et le CRM, c'est tellement large que généralement, ils n'ont pas du tout peur d'être enfermés. Au contraire, on est toujours un peu en sous-staffing pour justement laisser beaucoup de liberté d'action aux gens et qu'ils ne se sentent pas du tout enfermés dans une roadmap. OK. Question de Lauriane. On fera pas du tout toutes nos slides, c'est pas grave. Question de Lauriane. Dans quel cas de figure préférez-vous embaucher versus travailler avec un freelance ou une agence? Ça, c'est un peu ce que tu disais, Quentin. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. L'avantage de travailler avec des free, c'est que ça permet d'adapter en fonction de la charge de travail. Et donc, du coup, c'est vraiment. On peut travailler avec un free parce que justement, il y a une charge de travail importante. On peut travailler avec des free parce on ne trouve pas l'expertise en interne et qu'elle existe en accompagnement externe. On peut travailler avec un free parce qu'on a, par exemple, nous, on avait un sujet de délivrabilité des emails qu'on a adressé en externe parce qu'on savait que c'était un sujet ponctuel. Et sinon, évidemment, si c'est des sujets, par exemple, brand, j'ai évidemment une appétence beaucoup plus forte à internaliser mes profils brand parce que c'est l'essence même de la marque et je préfère que les gens vraiment qui sont au day-to-day qui peuvent avoir conscience de ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Ouais, c'est vrai que nous, il y a plein de cas de figure différents sur pourquoi par moment c'est internalisé chez nos clients et pourquoi par moment c'est externalisé. Il y a la notion d'expertise. En agence, nous, ça nous coûte entre guillemets cher de former les gens parce qu'on les forme Bien sûr. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, c'est aussi de plus en plus fait gratuitement. Nous, on est dans des programmes chez Google, chez Facebook, chez LinkedIn, donc c'est intégré. Donc il y a cette notion d'expertise. Si par exemple vous faites du LinkedIn Ads, exemple concret, il n'y a pas énormément de personnes qui sont, sur le marché aujourd'hui disponibles pour faire du LinkedIn Ads. Donc peut-être que les agences et freelances, répondront mieux à ce besoin-là parce ils en font plus, ils en font tout le temps et ils sont mieux formés. Après, il y a un autre sujet qui est aussi que, il faut s'appuyer aussi sur les agences et pas hésiter à se former grâce aux agences. Il y a plein de cas de figure chez nous où
on a commencé à faire un métier et ensuite il a été internalisé. On a formé le client quand ça a permis de faire davantage de chiffre d'affaires. Et on a formé nos clients à prendre ce métier-là et puis on a continué ou pas ensemble sur d'autres métiers après. Mais faut le voir par étapes, quoi. C'est pas forcément parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui est Exactement. externalisé que ça le sera aussi demain. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 5 minutes. Il y avait le rapport avec le reste des équipes qui avait l'air d'intéresser beaucoup de monde. On peut aller là-dessus, si tu veux, Anne-Carole. Vas-y. On va sauter la partie combien ça coûte, parce qu'on en a un peu parlé, ce que je voulais dire avant, c'était sur la notion de soyez pas trop gros. Le rapport avec les autres équipes, peut-être directement avec les équipes. On va aller là-dessus. Est-ce que tu as des tips à donner sur le rapport avec les autres équipes, toi? Alors, des tips avec les rapports avec les autres équipes, je pense que le marketing est évidemment une fonction centrale de l'entreprise. Donc, le rapport entre les autres équipes dépend aussi beaucoup de la culture de l'entreprise. Je pense qu'il y a plusieurs besoins. Souvent, le marketing a un besoin de communication interne qui est souvent un peu bâclé. Et donc, je pense que le marketing doit communiquer énormément avec les autres équipes sur justement les supports, les opérations. Je prends un exemple. Alors, le service client, par exemple, n'est pas toujours dans les équipes marketing. Ça peut être côté opération. Et souvent, il y a parfois quelques division entre justement le service opération et marketing parce que le marketing ne communique pas justement assez bien avec les équipes opérations de toutes ces opérations. Et donc, en fait, le marketing a l'impression d'être un peu, encore une fois, dans sa tour d'ivoire à faire toutes ces opérations et ne va pas jusqu'à réfléchir au bout de la chaîne et à l'impact sur le client final. Donc, c'est très important qu'il y ait un lien. De la même façon, c'est très important que les équipes marketing et sales travaillent ensemble au quotidien. Je dis toujours à mes équipes marketing, je veux que tout le monde aille en rendez-vous et comprenne les problématiques du terrain. Ça ne sert à rien de faire du marketing dans son coin si on ne comprend pas les problématiques business. Et en fait, le fait de comprendre les problématiques des uns et des autres fait qu'on arrive à travailler de manière beaucoup plus constructive. Moi, j'ai une problématique chez Intuiti qui est que sur le SEO, mes collègues qui ne sont pas partie de l'équipe marketing Intuiti sont meilleurs. Sur le social media, ils sont meilleurs. Sur le l'Ads, ils sont meilleurs. Et en fait, ils sont meilleurs sur tout. Donc, ils ont tout le temps des idées et ils vont tout le temps nous donner des idées. Et en fait, au début, quand j'ai pris ce poste, bah, j'étais sous l'eau. Beaucoup trop d'idées de tous les côtés. Et donc, on a dû anticiper ça. Et maintenant, on fait ce qu'on appelle des marketing keynote. Alors, j'essaye d'essayer d'en donner le plus souvent possible, et on réunit tout le monde. Et comme ça, on partage au moins un niveau d'information commun à chacun. Et derrière, ils reviennent par rapport aux infos qu'on leur a données. Et ça, c'est intéressant parce que nous, on est sur des sujets. S'ils me reviennent sur un sujet sur lequel je ne suis pas trop en ce moment, ça ne va pas trop m'intéresser. Là, au moins, ils réfléchissent et ils reviennent par rapport au sujet qu'on a donné. Et aussi, ça leur permet aussi d'apprendre des choses et qui sont applicables chez les clients. Entre-temps, il y a eu d'autres questions. Gérer la relation avec l'équipe produit, tu en as parlé, et peut-être avec l'équipe tech. Ouais, c'est une bonne question. Alors, chez soi, il y en a une particularité, on n'a pas d'équipe produit. Donc, du coup, ça, vous ne le verrez pas dans beaucoup de boîtes. Pourquoi on n'a pas d'équipe produit? Parce qu'on pense que parfois le produit va potentiellement… alors, moi, je ne veux pas du tout dénaturer ce qu'apporte une équipe produit dans une entreprise, hein, loin de là. Mais chez Swile, on a donné l'ownership aux développeurs. C'est-à-dire que c'est eux qui sont responsables de faire les spec tech, qui sont responsables de sortir leurs features en temps et en heure. Et donc, du coup, il y a une vraie responsabilisation des équipes. Et donc, les développeurs parlent directement aux équipes métiers, ce qui permet de ne pas avoir de perte d'information et ce qui généralement nous fait gagner en agilité. Aujourd'hui, c'est possible. Est-ce que demain, quand on fera 5 fois notre taille, on pourra passer d'équipe produit, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, avec l'équipe technique, nous, on a des équipes dédiées au marketing. Et donc, du coup, on a vraiment physiquement et dans le day-to-day incorporé les équipes techniques dans le marketing. Donc, nos réunions marketing se font avec les développeurs pour qu'ils comprennent vraiment les problématiques marketing et qu'eux-mêmes soient du coup proactifs sur les solutions qu'ils peuvent proposer, sur le choix des outils, sur le choix du CMS, sur le choix de l'outil de landing page, sur
d'actions marketing qui sont justement travaillées en collaboration très proche avec les deux. Sur ce sujet, moi, je peux pas répondre. C'est pas la même organisation chez nous, donc je peux pas répondre. Il y a rien d'intéressant. Et il y avait une autre question d'Anne-Marie sur comment nourrir l'expertise digitale d'une équipe de marketeurs généralistes dans une entreprise traditionnelle. Je pense que c'est un sujet qui est un peu à part de ce webinaire, mais je peux y répondre en disant venir aux visios d'Intuiti, regarder ce qu'on fait chez Intuiti, se poser aussi sur les agences, écouter le podcast. On va sortir un podcast la semaine prochaine avec Anne-Carole qui s'appelle Flashback. Enfin bref, aller se renseigner de tous les côtés et forcer ce que disait, je sais plus, c'était Anne-Cécile qui disait ça, ou elle forçait les gens à être curieux. Je pense qu'il y a de ça. C'est hyper important. C'est hyper Du coup, il important. faut former des équipes, il faut leur donner justement des tips, en effet, de webinaires, de formation, de discuter avec les pairs. Moi, je dis à mes équipes, 20% de votre temps doit être utilisé à discuter avec des pairs. On apprend énormément. Moi, je vais régulièrement visiter d'autres CMO dans d'autres entreprises pour comprendre l'organisation, pour comprendre les problèmes auxquels ils font face et c'est très, très instructif.